Nous vous informons que ce programme est déconseillé aux moins de 10 ans. Une scène de crime étrange chez un multimillionnaire. Il a été exécuté de sang-froid. La peur était palpable dans le quartier. Des indices à faire froid dans le dos. C'était un lieu dédié au sadomasochisme. Des scandales en pagaille. C'est le meurtre qui a fait le plus de bruit dans l'Ohio. Un empire des cosmétiques ruiné par une abominable cupidité. C'est tout de suite dans Crime en haute société. Un après-midi d'août 1980, la police d'Akron, dans l'Ohio, reçoit un appel concernant un meurtre dans le quartier chic de Bath, le quartier des riches propriétés. Beaucoup de gens fortunés vivent dans ce quartier, des familles aisées. En arrivant au 2694 Everest Circle, la police trouve le corps du propriétaire, Constantine Dean Milo, patron d'une entreprise de cosmétiques. À 41 ans, il a été tué de 2 balles dans la tête. Dean était allongé sur le ventre, son caleçon était à l'envers. Le sang sombre et la position du corps indiquaient qu'il était mort depuis un bon moment. C'est une amie de la famille qui a découvert le corps et a appelé la police. Elle est interrogée. Elle soulève le coussin en espérant découvrir qu'il ne s'agit pas de Dean. Mais elle voit que c'est lui. Il a les yeux fermés. Son visage est grisâtre et violet. La police pense que le millionnaire a été tué la nuit précédente. Quand on trouve un corps qui est sur les lieux du crime depuis 1 ou 2 jours, il y a quelque chose de louche, et là, c'était le cas. Aucune porte n'a été forcée. L'argent et les bijoux n'ont pas été volés. Dean a été touché 2 fois, mais il n'y a qu'un trou dans le coussin retrouvé sur son corps. Plus étrange encore, des petits morceaux de coton sont trouvés dans la bouche de la victime et sur le sol. On a d'abord pensé que le coton venait du coussin. Mais les analyses révèlent que ce n'est pas le cas. La police pensait que Dean s'était peut-être administré des médicaments, ou bien que quelqu'un était dans la pièce quand on lui avait tiré dessus et aurait essayé de lui administrer un produit avec du coton. Près de la porte d'entrée, non loin de Dean et du coussin, il y avait un télégramme. Et ce télégramme était vierge. Le mystérieux télégramme n'est pas le seul indice étonnant. Dans la chambre, parmi les vêtements éparpillés de Dean, la police retrouve un mouchoir froissé portant des traces de sperme. À ce moment-là, on a pensé à un mari jaloux qui aurait surpris Dean avec sa femme. Mais Dean n'est peut-être pas intéressé par les femmes. Sa femme et ses enfants sont absents ce soir-là. Les enquêteurs retrouvent, bien cachés dans son armoire, des films pornographiques gays hardcore. Entre les films, son caleçon à l'envers et le coton par terre, on nageait en plein mystère. Quelle manière de partir! Passer de la vie de palais en costume chic à la mort en sous-vêtements n'a vraiment rien de glamour. Cette saga commence des années plus tôt, bien plus bas sur l'échelle sociale. C'est l'histoire d'une famille d'immigrants partis de rien et devenue l'une des familles les plus riches de l'État de l'Ohio. Sotir Milo, le père de Dean, est un immigrant albanais qui gagne difficilement sa vie en vendant de l'équipement à des salons de coiffure. Il passait d'un salon de coiffure à un autre avec son panier.
Et il essayait de vendre ses produits à des petits commerces. Grâce à l'aide de ses amis et de sa famille, Sothir maintient à flot sa petite affaire familiale. Barry Boyd est un ancien voisin des Milo. Avant d'aller à l'école, on l'aidait à charger ses produits dans sa voiture. Il faisait tous les salons de coiffure de la région. Sothir et sa femme Katina ont 3 enfants. Fred, Sophie et l'aîné Dean. Grâce à cette petite entreprise florissante, le rêve américain des Milo commence à prendre forme. Avec Fred, on a toujours été de bons amis. On vivait tout près de chez eux. C'était une famille sociable et sympathique. J'ai même appris des gros mots en albanais. Mais la vie des Milo n'est pas toujours un enchantement. Katina mène son petit monde avec une main de fer. La mère de Fred pouvait se montrer acerbe parfois. Elle n'avait pas peur de dire ce qu'elle pensait. La personne la plus puissante dans la famille de Milo était la mère, Katina. Elle contrôlait son mari et ses enfants. Elle jetait un bonbon et c'était le plus fort qui pouvait le manger. Elle adorait les voir se battre. De ses 3 enfants, Dean est le préféré de Katina. Beau, intelligent et sportif, c'est l'adolescent prodige. Fred, son frère, est tout son contraire. Fred n'était pas spécialement beau. Il ne jouait ni au basket, ni au football. Fred n'était pas très populaire. À la fin des années 50 et au début des années 60, les 2 frères vont à l'université d'Akron. Dean a la bosse des maths et il est le meilleur de son cours de comptabilité. Fred, quant à lui, doit tricher pour réussir son diplôme. Il m'a demandé de passer l'examen à sa place. Je me suis donc présenté et j'ai eu 95 sur 100. Et il était diplômé. Après l'université, Dean, Fred et Sophie commencent officiellement à travailler pour l'entreprise familiale. Dean est le plus doué des 3 pour les affaires. En 1969, il devient président. Il rêve de transformer la petite société familiale en un grand groupe valant des millions. Et pour y parvenir, il a un plan. Supprimer le service des ventes et vendre directement aux clients à des prix bradés. Et le succès ne tarde pas à venir. C'était une idée révolutionnaire. Il était très offensif en affaires. Il aimait les défis et il aimait savoir qu'il gagnait. Et il a gagné. Les grandes entreprises de cosmétiques n'apprécient que moyennement cette concurrence. Mais quand elles refusent de vendre moins cher à la société de Dean Milo, ce dernier crée 2 sociétés écrans afin de fournir ses magasins. Ses fournisseurs le prennent mal, mais ils sont impuissants. Vendre moins cher allait à l'encontre de l'image glamour que les entreprises de cosmétiques avaient d'elles-mêmes. Du coup, Dean a commencé à avoir une mauvaise réputation dans le milieu. Il s'est fait des ennemis dans les cosmétiques. Tout le monde n'aimait pas la façon dont il faisait tourner son entreprise. Il était prêt à écraser les autres pour se hisser au sommet. Dean Milo gagne de l'argent aussi vite qu'il se fait des ennemis. Mais le rouge à lèvres et l'après-rasage bon marché valent-ils la peine de tuer? Les enquêteurs vont bientôt répondre à cette question. « 24 heures après l'assassinat dans son entrée de Dean Milo, le magnat des produits de beauté, les enquêteurs sont toujours aussi déconcertés. J'ai tout de suite senti que ce meurtre serait long à élucider. Les policiers s'intéressent à la société de Dean Milo. À la fin des années 70, Dean a métamorphosé la petite entreprise familiale de son père en un groupe valant des millions de dollars. Mais cette rapide ascension n'a pas fait que des heureux. L'entreprise a évolué tellement vite et la famille est devenue tellement riche que c'était à peine croyable. Les Milo sont l'exemple parfait des nouveaux riches. Des villas aux vêtements de marque, en passant par les voitures de luxe, l'argent coule à flot. En 1980, Dean allait gagner 400 000 $.
Fred allait gagner 75% de cette somme et Sophie 50%. Il faut ajouter à ça les actions qu'il possédait dans l'entreprise. Il gagnait une fortune et à l'époque, le dollar valait plus qu'aujourd'hui. Mais plus l'argent entre dans les caisses, plus les tensions augmentent dans la famille et plus Dean souhaite exercer un contrôle total. Même si grâce à lui, ils étaient tous bourrés de fric et qu'ils étaient devenus millionnaires, tout n'était pas si rose. Dean règne seul en maître sur son empire. Il en écarte sa famille. Il embauche ses propres conseillers. Katina le prend très mal. Elle pensait que les décisions devaient être prises en famille et non par les conseillers de Dean. Les relations entre la mère et le fils ne font qu'empirer quand il épouse une femme d'Ekron, Magdalene Gonatos, en 1973. Katina était très jalouse de la relation de Dean avec sa femme Maggie et de la famille de celle-ci. Dean est aussi en conflit avec son frère, Fred, qu'il considère comme une charge. Fred voulait gérer l'entreprise, il voulait être le patron. Mais il ne veut faire aucun effort. Fred préférait aller déjeuner que de travailler. Ce qu'il aimait dans le milieu de la beauté, c'était les moments agréables. Dean n'a pas de place dans son royaume pour l'insouciance de son frère. Et les querelles familiales font rage. J'ai entendu dire qu'ils se disputaient sans arrêt. En 1975, Dean en a assez. Il conçoit un plan pour que sa famille n'ait plus aucun pouvoir. Il offre à Fred, Sophie et ses parents un titre et un gros salaire. Mais il s'octroie tous les pouvoirs. Il leur a dit « Je vais vous rendre riche, mais laissez-moi faire. Ne prenez aucune décision. » Alors que l'argent s'entasse dans les caisses de l'entreprise, Dean adopte un mode de vie luxueux. Avec sa femme Maggie, il fait construire une villa dans le quartier huppé de Bass, la banlieue chic d'Ekron. Il ne sort jamais sans des liasses de billets, qu'il dépense sans compter dans de coûteux costumes italiens, des vacances de rêve et des voitures de luxe. Je me souviens d'une décapotable rouge. Il ne passait pas inaperçu avec. C'était un homme ambitieux. Il avait atteint des sommets en affaires et il voulait la même chose dans sa vie personnelle. À cette époque, Dean commence à passer des appels romantiques à une ancienne petite amie en Virginie. Si l'entreprise familiale est son fort, les valeurs familiales le sont moins. Aimait-il sa femme Maggie? Bien sûr. Mais il voulait tout avoir. Et il était sur le point d'atteindre son but. Dean et son ancienne petite amie ont eu par le passé une relation sérieuse. Ils ont même été sur le point de se marier. Il semble que leur amour vient de renaître. Les enquêteurs découvrent que Dean prend également des risques en affaires. Il investit dans une chaîne de restaurants appartenant à James Farina, un homme d'affaires de l'Ohio lié à la mafia. Il était reconnu comme un membre de la famille, comme on dit dans le crime organisé. Les gens disaient que Dean était trop proche de ce célèbre membre de la mafia. Mais la famille qui donne à Dean le plus de fil à retordre, c'est la sienne. Au printemps 1979, il découvre que Fred et Sophie se sont signés des chèques d'une valeur de 300 000 $ sur les fonds de l'entreprise. Dean les licencie. Ils ont gardé le tiers de leur participation dans le groupe, mais ils ont perdu leur travail. Dean gère désormais seul l'entreprise familiale. Ses parents, Sotir et Katina, ont totalement perdu le contrôle de la société qu'ils ont créée. Et Dean vient de se débarrasser de son frère et de sa sœur. Mais Katina, la matriarche, ne compte pas en rester là. Katina a aggravé la situation en insistant pour que Fred affronte son frère. Fred et Sophie intentent un procès à Dean. Les membres de cette famille, autrefois si soudés, ne communiquent désormais plus que par l'intermédiaire de leurs avocats. Le procès, ainsi que toutes les actions légales que ça impliquait, a rendu la situation vraiment dangereuse.
Barry Boyd, un ami de la famille, avocat à Akron, tente de réconcilier les parties. Il conseille à Fred d'accepter le généreux rachat d'entreprise que propose Dean. J'ai conseillé maintes et maintes fois à Fred d'arrêter le procès. Il pouvait gagner 4 millions de dollars. Mais Fred ne suit pas ses conseils. Il est embarqué dans la dispute familiale et ne veut pas revenir sur sa position. La rupture définitive survient lors de la fête de Noël de l'entreprise en 1979. Dean n'a invité aucun membre de sa famille à l'élégante soirée, mais Fred y envoie leurs parents. Quand Madame Milo est entrée, Dean lui a dit « Je ne vous ai invité ni toi ni papa, allez-vous-en ». Elle lui a répondu « Je ne partirai pas, donne-moi les mêmes fleurs que tu as offertes aux autres femmes ». Comme elle ne voulait pas partir, il a dû les raccompagner par la force. C'est là que son père a dit que si tout ça était arrivé dans leur pays d'origine, quelqu'un se serait occupé de lui. Là-bas, on n'agit pas ainsi avec sa propre famille. J'imagine que Sotir et Katina auraient pu contrôler leurs enfants en Albanie. Mais aux États-Unis, les Milo sont comme une troupe de chiens sauvages qui se battraient pour un os. Et quelqu'un va bientôt se faire mordre. 3 jours après le meurtre de Dean Milo, les enquêteurs n'ont toujours aucune piste. Dans l'espoir de découvrir quelque chose afin d'élucider ce mystère, ils assistent à l'enterrement. Un homme attire particulièrement leur attention. Une équipe de surveillance prend ses photos de James Farina lorsqu'il arrive à la cérémonie. Cet homme aurait des liens avec la mafia. Quelque temps avant de mourir, Dean Milo a investi dans une chaîne de restaurants dont James Farina est le propriétaire. Au départ, tous les soupçons se sont tournés vers lui. Il était impliqué d'une façon ou d'une autre. Mais le comportement de la famille du défunt éveille aussi les soupçons. À l'enterrement, c'était très étrange. Sotir, Katina, Fred, Sophie et le reste de la famille étaient dans le fond de la salle. Ils n'avaient pas l'air spécialement tristes. Et devant, il y avait les amis de Dean, qui, eux, étaient effondrés. On ne peut que ressentir de la peine pour Dean Milo. Sa mort est humiliante et sa mère verse à peine une larme à son enterrement. Elle n'a vraiment pas beaucoup pleuré. C'était une femme dure et sévère. Elle était insensible et très exigeante. J'ai tout de suite vu qu'elle savait quelque chose. Katina n'est pas la seule de la famille Milo à éveiller les soupçons. Les enquêteurs ont également des doutes sur Fred, le frère de Dean, que ce dernier a évincé de l'entreprise familiale. Pour Fred, les pistes à suivre étaient le côté coureur de jupons de son frère et le membre du crime organisé. La veuve de Dean n'est pas surprise par l'absence d'émotion de la famille Milo. Maggie sait qu'avec la disparition de son mari, ils peuvent récupérer ce qu'ils ont toujours voulu, le contrôle de l'entreprise. Maggie répétait « C'est Fred ». Elle n'arrêtait pas de l'accuser. Elle a toujours cru à sa culpabilité. Elle nous a parlé de la colère qu'elle éprouvait envers Fred et sa famille depuis des années et de leur façon de traiter Dean. Fred devient un suspect important, mais son alibi pour le soir du meurtre est infaillible. Il est en voyage d'affaires dans un autre État. Et les policiers découvrent que les relations entre les deux frères sont en train de s'améliorer. Une semaine avant sa mort, Dean a reçu un appel de Fred, qui cherche à se réconcilier. Fred lui a dit qu'il souhaitait lui vendre sa participation dans l'entreprise à sa juste valeur. Ils devaient se rencontrer. Dean pensait que c'était la fin de ses problèmes. Et d'une certaine manière, il n'avait pas tort. Après 2 semaines d'enquête, la police est sur une nouvelle piste. Un chauffeur de taxi raconte que Dean fréquentait des bars homosexuels. Des films pornographiques gays ont été retrouvés chez la victime. Les policiers sont-ils sur la bonne voie? Je suis allé dans les bars homosexuels de la région d'Akron et j'ai interrogé les gens pour essayer de comprendre. Les enquêteurs suivent cette unique piste pendant des semaines. Ils rencontrent même un maître sadomasochiste, Leather Rick. C'était peut-être une piste à suivre. On est allé chez lui,
L'homme nous a ouvert. Il était torse nu. Il avait des piercings sur les mamelons. Il y avait des pagaies recouvertes d'un tissu fin. Il y avait aussi une sorte de balançoire avec une selle en cuir. Mais finalement, la police conclut que Dean n'est pas un habitué de la maison. Un employé de l'entreprise Milo avoue que les films pornographiques retrouvés chez Dean sont à lui, et les informations du chauffeur de taxi ne mènent à rien. Ce n'était rien. Le chauffeur cherchait juste à faire son intéressant. Les policiers doivent repartir de zéro et cherchent la moindre piste. Ils s'intéressent alors à l'ancienne petite amie de Dean. Ils auraient peut-être repris leur relation, et le mari les aurait surpris ensemble et aurait tué Dean. On a émis l'hypothèse que Dean n'était peut-être pas seul dans la maison. La femme dit aux enquêteurs qu'elle a effectivement parlé à Dean le soir du meurtre, mais par téléphone, depuis chez elle en Virginie. Et elle est de toute façon séparée de son mari. L'associé de Dean, proche de la mafia, ne fait également plus partie des suspects. Quand on lui a demandé de passer au détecteur de mensonges et de se faire prendre en photo, il a tout de suite accepté. C'était un très bon ami de Dean et il voulait coopérer. À chaque fois qu'on avait un semblant de piste, on y mettait beaucoup trop de temps et de moyens. Après 2 mois d'enquête, la police n'a pas avancé d'un pouce. À la recherche de la vérité, Maggie prend les choses en main et engage un détective privé texan, Bill Deere. Il avait plein de gadgets à la James Bond, et c'est ce qui faisait sa réputation. Bill Deere débarque à Akron en bon texan. Sûr de lui et précédé par sa réputation. Mais son excentricité ne plaît pas à la police locale. Je trouvais que cette extravagance était une perte de temps et d'argent pour Madame Milo. Je leur ai dit, on m'a appelé pour une enquête. Je peux travailler avec ou sans vous. Mais je vais mener cette enquête. C'est comme ça que ça s'est passé. Et la police ne refuse pas cette aide. Il avait de l'argent et était soutenu par l'entreprise. Il avait aussi beaucoup de matériel qui pouvait nous servir. Mais il avait oublié que c'était nous qui étions autorisés à procéder à une arrestation. Avec le shérif, on a donc décidé d'accepter de travailler avec lui. La confrontation était inutile, on allait mettre nos forces en commun et résoudre cette enquête ensemble. La première décision prise par l'excentrique texan est d'offrir une récompense de 50 000 $ au lieu des 25 000 originaux. L'augmentation de la récompense a fait sortir du silence beaucoup de gens attirés par cet argent. Le jour même, la police reçoit un appel prometteur d'un informateur. L'homme a appelé pour dire qu'il avait des informations sur le meurtre de Dean Milo. Il disait savoir qui était impliqué. Après des semaines d'enquête sans résultat, la police semble avoir une piste intéressante. Elle va les mener sur une voie sombre et sordide qui fera passer la vie de Dean Milo pour un conte de fées. 6 semaines après le meurtre de Dean Milo, les enquêteurs sont sur leur première piste sérieuse. Grâce aux 50 000 $ promis, les langues se délient. Un informateur a dit à Bill Deere qu'il savait quelque chose sur l'assassinat. Les 2 hommes doivent se rencontrer à la gare routière. L'informateur raconte alors à Bill que quelques semaines plus tôt, une certaine Terry Lee King lui a demandé de tuer un homme. Terry s'est approché de lui avec un pistolet et une enveloppe contenant 5 000 $. Elle lui aurait dit « Si tu le fais, cet argent est pour toi. » Mais l'informateur refuse. Il donne l'adresse de Terry Lee King à la police. Terry Lee King appartenait à la couche la plus basse de la société. Elle dansait, elle faisait des striptease pour gagner sa vie. Elle vendait de la drogue, mais pas seulement. Elle en consommait aussi. Elle était dépendante, et donc elle se devait d'assouvir cette dépendance. Terry Lee King est un sacré numéro. Elle est paranoïaque, mais en même temps très maligne. Elle donne du fil à retordre aux enquêteurs. Elle a été l'une des personnes les plus difficiles à interroger dans ma carrière.
Elle me fixait sans dire un mot. Elle me regardait, c'est tout. On a essayé de la faire parler des jours entiers et des nuits entières, en vain. Terry ne voulant pas coopérer, les policiers poursuivent leur enquête. Ils apprennent qu'1 an avant le meurtre de Dean, plusieurs personnes se sont retrouvées chez Terry. Parmi elles, Barry Boyd, avocat à Akron et ancien voisin de la famille Milo. Barry était l'avocat de plusieurs amis de Terry dans des affaires de petits délits. J'ai compris qu'il fallait qu'on le surveille de près, et c'est ce qu'on a fait. Avocat jadis reconnu, Barry Boyd a depuis peu des soucis avec la justice pour avoir falsifié des rapports d'un tribunal. Et comme par hasard, Boyd est un très bon ami de Fred Milo. Après son mariage avec une femme de la famille Firestone, Barry Boyd mène une vie de château. Mais son divorce le ruine. Fin 1979, sa vie n'est plus que synonyme de cocaïne et d'alcool. Si Fred Milo était mêlé à ce meurtre, Barry Boyd le saurait. Barry Boyd affirme aux enquêteurs qu'il ne sait rien de la demande d'assassinat de Terry. Elle ne serait qu'une fille de la nuit qu'il voyait pour passer du bon temps. Terry avait toujours de la cocaïne. Elle venait souvent chez moi et on sniffait. C'était une bombe. Elle était géniale. Barry Boyd n'est pas d'une grande utilité dans la résolution de l'enquête. Les policiers sont à nouveau dans une impasse. Mais fin novembre, la récompense de 50 000 $ attire une autre information sulfureuse. Un type m'a appelé. Il m'a donné un faux nom et m'a dit qu'il avait des informations si j'étais en mesure de lui payer la récompense. Je lui ai donné rendez-vous. L'homme accuse un vétéran du Vietnam, Tom Mitchell, d'avoir tué Dean. Tom se trouve être aussi un ami de Terry Lee King, la stripteaseuse. Et les enquêteurs apprennent qu'il a quitté l'Ohio pour le Texas le lendemain de la mort de Dean. La piste est sérieuse et Bill Deere et les policiers la suivent avec empressement. Ils demandent à l'informateur de les mener à Tom Mitchell. Je lui ai demandé, « Voulez-vous aller le voir et être confronté à cet homme ?» Il m'a répondu, « Bien sûr, si j'ai la récompense. » C'est comme ça que ça a commencé. Bill Deere, la police de Bass et l'informateur s'envolent pour le Texas. L'informateur, équipé d'un micro caché, se rend chez Tom Mitchell et fait semblant de faire du chantage à son ancien ami. Il prétend que la police est sur sa piste, mais qu'il ne veut pas se faire accuser d'un meurtre qu'il savait organisé par Tom Mitchell. L'informateur lui promet de se taire en échange de 3 000 $. Il lui a dit, « On le sait tous les deux. Tu as commis ce meurtre. Je veux l'argent ce soir. » Tom Mitchell lui a répondu, « Oui, Terry King m'a donné la photo et m'a proposé de l'argent, mais je n'ai tué personne. » Cette conversation n'est pas un aveu, mais elle suffit à faire arrêter Tom Mitchell. Le soir même, la police encercle sa maison. Il est venu ouvrir la porte, une bière à la main. J'ai sorti mon revolver et je l'ai mis en joue. On lui a passé les menottes. Aucun coup de feu n'a été tiré. Les enquêteurs savent que Tom Mitchell n'est pas le tueur, mais ils pensent qu'il a joué un rôle essentiel dans le complot meurtrier. Pendant sa garde à vue, ils lui mettent la pression jusqu'à ce qu'il parle. Un suspect surprise fait alors son apparition. Tom Mitchell avoue rapidement et accuse Terry Lee King et Barry Boyd. Terry Lee King, se sentant menacé, avoue et accuse Barry Boyd d'être au centre du complot. Il lui aurait proposé 10 000 $ pour tuer Dean Milo. Grâce aux aveux de Tom Mitchell et Terry Lee King, Barry Boyd est maintenant un suspect important. La police avance enfin. J'étais chez une amie à Cleveland. On était allé au cinéma avec ses enfants. Quelqu'un a frappé à la porte et Bill Deere est entré avec des flics. Barry Boyd est arrêté et conduit au poste de police. Il appelle son ami, Dan Moldia. Je lui ai tout de suite dit, « Je sais que tu es innocent. Je vais trouver de l'argent pour te défendre. » Mais il m'a répondu, « Dan, c'est vrai. Je suis impliqué dans cette affaire. »
Barry Boyd se met à table. Plusieurs mois après le meurtre de Dean Milo chez lui, le mystère de sa mort commence à s'éclaircir. Barry Boyd, avocat à Akron, est en prison, accusé d'être impliqué dans le meurtre du multimillionnaire Dean Milo. Il dit aux policiers qu'au cours du printemps 1979, alors qu'il est éméché et déprimé, Fred, le frère de Dean, lui demande de lui rendre un service. On était chez moi. Il m'a demandé si je connaissais quelqu'un qui pourrait... Il n'a jamais prononcé le mot. Il mettait juste ses doigts comme ça. Il m'a fait comprendre qu'il voulait faire tuer Dean. Les pièces du puzzle commencent enfin à s'emboîter. Barry Boyd aurait demandé à Terry Lee King d'engager le tueur. Mais la stripteaseuse ne trouve pas de tueur à gages. Fred Milo propose alors un autre plan. Il voulait que j'aille courir dans le quartier de Dean et que j'aille le tuer. Barry Boyd n'est pas un saint, mais il n'est pas un meurtrier. Il dit à Fred de chercher un vrai tueur à gages. Barry Boyd ne voulant pas se charger du meurtre, Fred prend les choses en main. Il trouve son bonheur auprès d'un ancien employé mécontent de Dean, Tony Rydell. Les enquêteurs retrouvent Tony Rydell au Star System, un bar dont il est le gérant, situé non loin de Scottsdale, en Arizona. Il s'agit d'un bouge fréquenté par les pires truands du coin. Il magouillait avec des réparateurs de distributeurs automatiques et de flippers, des petits truands. Et de fil en aiguille, ces magouilles l'ont mis en relation avec la pègre. Les policiers pensent que la piste Tony Rydell va élucider le meurtre de Dean. Mais lors de l'interrogatoire, il reste muet. On a senti dès le début que Tony Rydell n'allait pas parler facilement. Il allait falloir qu'on se batte au niveau légal. Frustrés, les policiers quittent la salle d'interrogatoire. Mais quand ils reviennent quelques minutes plus tard, Tony Rydell n'est plus le même homme. Tout à coup, les aveux se bousculent. La métamorphose de Tony Rydell n'est due qu'au hasard. Il a surpris une conversation entre policiers à propos d'un de leurs collègues, un certain Harry. Mais il pense qu'il parle de son associé malhonnête, Harry Knott. Il pensait qu'Harry Knott était en garde à vue et que la police allait les monter l'un contre l'autre. Harry Knott contre Tony Rydell. C'est une des principales, enfin si ce n'est la principale raison pour laquelle ce jour-là, Tony Rydell a décidé qu'il devait être le premier à coopérer. Tony Rydell avoue qu'au début de l'été 1980, il parle à Harry Knott du projet de meurtre de Fred Milo. Harry est un technicien de distributeur automatique qui magouille avec Tony. Il est aussi lié à de dangereux criminels. Tony lui a dit « Il y a un type à Akron, dans l'Ohio, qui veut faire tuer son frère. Tu as envie de gagner 10 000 $? » Tony Rydell dit au policier qu'Harry Knott a trouvé un tueur à gages, mais qu'il veut plus d'argent. Tony fait part de cette demande à Fred Milo. S'il veut que son frère soit tué, ça lui coûtera 22 000 $. Il verse la première moitié tout de suite et versera la deuxième moitié après le meurtre. C'était une grande avancée pour nous. Avec les aveux de Tony Rydell, on pouvait arrêter Fred Milo. Peu avant Noël 1980, 4 mois après le meurtre de Dean Milo, Fred est placé en garde à vue. J'ai traversé la cuisine et je suis arrivé en bas de l'escalier. Fred avait déjà descendu 2 marches et je voyais bien qu'il avait la trouille. Il avait compris que tout était fini. Le procès de Fred Milo commence à la fin du printemps 1980. Katina Milo, la matriarche de la famille, est dans la salle. Elle clame l'innocence de son fils. Fred Milo n'avait pas la tête de quelqu'un qui ferait tuer un homme. Il n'avait pas la tête de l'emploi. Fred Zook, le procureur, dans sa déclaration préliminaire, déclare que Fred Milo n'a fait tuer son frère que pour une seule raison.
prendre le contrôle de l'entreprise familiale. Mais pour convaincre le jury, il doit prouver les liens entre Fred et le meurtre. Et jusqu'à maintenant, personne n'est parvenu à le faire. Fred Zook sait que la partie est loin d'être gagnée. Mon plus gros problème, c'est qu'il y avait tellement de preuves indirectes que le jury risquait d'être embrouillé. Alors que Fred Zook expose au tribunal l'implication de Fred Milo, les enquêteurs font tout pour finir de reconstituer le puzzle. Non seulement le temps presse, mais en plus, l'accusé est défendu par l'un des meilleurs avocats de l'État, George Papas. La défense de George Papas repose sur le fait que même si son client voulait faire tuer son frère, rien ne prouve que l'homme qui l'a engagé soit effectivement passé à l'acte. Il déclare qu'il est tout à fait possible qu'un autre ennemi de Dean soit le meurtrier. On n'a pas retrouvé d'armes. On n'avait pas le tireur. Il s'agissait d'un ennemi de Dean. Le procès ayant déjà commencé, l'accusation se doit de se dépêcher. Elle doit trouver le tueur le plus vite possible, si elle ne veut pas perdre. Dans les derniers jours du procès de Fred Milo, la police n'a toujours pas retrouvé le meurtrier de Dean Milo. Sans un nom, impossible de condamner Fred pour le meurtre de son frère. Je n'étais pas très optimiste sur l'issue du procès. C'était mon point faible. Après 7 jours de délibération, le jury ne s'est pas mis d'accord. Fred Milo pourrait donc être libre. Il lui manquait 2 voix pour être déclaré non coupable. Si l'accusation veut avoir une chance de faire condamner Fred Milo lors de la révision du procès, la police doit absolument retrouver le tireur. Les jurés ne s'étant pas mis d'accord, les enquêteurs ont un sursis. Quand tout porte à croire que Fred Milo va échapper à la justice, un autre informateur apparaît. Il parle d'un certain David Arden, un jeune truand du Kentucky qui s'est vanté d'avoir tué un homme d'affaires dans le Nord. David Arden était impliqué dans des histoires de violence et de drogue. Lors de son arrestation, la police dit à David Arden que Fred Milo a payé plus de 20 000 $ pour tuer Dean. David rentre dans une rage folle. Il n'a gagné que 600 $. Il ne compte pas endosser seul le crime pour cette somme dérisoire. Il a accepté de coopérer. Il a plaidé coupable pour meurtre avec préméditation. Un nouveau procès commence en août 1982. Un jour de témoignages éclairants. David Arden explique qu'en juillet 1979, John Harris, un vieil ami, lui fait une proposition dans un bar du Kentucky. John a dit à David Arden, « Tu veux te faire un peu de fric ?» Et David lui a répondu, « Oui, je dois faire quoi ?» John Harris est un minable truand qu'Harry Knott a engagé pour tuer Dean Milo. Il faut être 2 pour exécuter ce crime. David Arden accepte donc de l'accompagner pour 600 malheureux $. Le travail de David Arden est de tuer cet homme d'affaires dans l'Ohio. David Arden raconte aux jurés que peu après minuit, le 10 août, il est dans un bowling non loin de chez Dean Milo avec John Harris. Ils appellent l'homme d'affaires. John Harris a appelé. Dean a décroché. John a raccroché et a dit à David Arden que c'était bon. C'est Harris qui conduit jusqu'à Bass. David Arden frappe à la porte, un télégramme à la main. Dean Milo crie depuis la fenêtre de l'étage. « Qui est-ce ? Vous avez reçu un télégramme. » Il répond « D'accord. » Là, on pense qu'il a enfilé son caleçon à l'envers, qu'il est descendu et qu'il a ouvert la porte. Tout est allé très vite. David Arden l'a poussé et a sorti son revolver. Dean l'a supplié de ne pas le tuer, mais David l'a fait s'agenouiller. David Arden a fabriqué un silencieux à l'aide d'un tuyau de plomb rempli de coton. Quand il a placé le revolver contre le tuyau et qu'il a appuyé sur la détente, tout le coton est sorti du tuyau.
Le son a été assourdi, mais il ne pouvait pas réutiliser son silencieux. Il a donc dû prendre le coussin qu'il a placé sur la tête de Dean Milo. C'est le deuxième tir qui est fatal à Dean. À la barre, il a dit que c'était lui qui avait tué Dean. L'ambiance a changé et la mort est devenue réalité. Cette fois, le jury est unanime. L'accusation a enfin réussi à démêler le complot de meurtre imaginé par Fred Milo. Fred est condamné à la prison à perpétuité pour l'organisation de l'assassinat de son frère. Si on n'avait pas arrêté le tueur, on n'aurait sûrement jamais fait condamner Fred Milo. Jamais. 11 personnes sont condamnées dans cette affaire. C'est un record dans l'Ohio. Beaucoup de gens ont été emprisonnés. Certains sont morts en prison et une famille a été déchirée. Après sa coopération avec les enquêteurs, Barry Boyd a passé près de 3 ans en prison. J'ai vu une photo de Dean allongée sur le sol. J'avais du mal à la regarder. C'est là que j'ai compris l'horreur de ce qui s'était passé. Sans la mort de Dean, Fred aurait certainement pu avoir une vie oisive de millionnaire. Le grand frère lui donnait des millions sans qu'il n'ait rien à faire. J'aurais bien voulu que mon frère en fasse autant. Je plaignais un peu Fred Milo. Je sentais qu'il avait toujours été parmi les faibles. Je l'ai observé pendant le procès, et quand ils l'ont emmené, je me suis dit qu'il n'allait pas sortir vivant de prison. Fred passe 20 ans de sa vie en prison. Il meurt d'une crise cardiaque derrière les barreaux. Bien qu'elle n'ait jamais été mise en cause, certains acteurs de cette affaire pensent que Katina Milo, la matriarche, est la vraie coupable. Katina n'était pas innocente. C'est elle qui a mis de l'huile sur le feu. Et au final, je pense que c'est elle qui est responsable de ce qui est arrivé. La sœur de Dean, Sophie Milo, et son mari reprennent le contrôle de l'entreprise Milo, d'une valeur de 200 millions de dollars. Mais en l'absence de Dean, la société ne retrouve jamais son envergure. Et Sophie finit par la vendre à bas prix. Le nom de Milo, autrefois synonyme de beauté et de richesse, est aujourd'hui associé à une terrible cupidité. C'était Dominique Dunn. Merci de nous avoir suivis.